Chodesh Tov ou Mevorach. C'est Rosh Chodesh Shvat. Le mois de Shvat, c'est un mois très particulier parce que c'est le mois de la Torah. En fait, le premier Rosh Chodesh Shvat, eh bien, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'ils étaient encore dans le désert, ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans le désert, eh bien, Moshe Rabbeinu a entrepris de réexpliquer à tout le monde toute la Torah qu'il avait déjà donnée 40 ans auparavant. Mais en fait, sachant qu'il allait mourir le 7 Adar, donc dans à peu près 5 semaines, eh bien, il a entrepris le livre de Devarim. Et en fait, ça signifie quoi? Ça signifie la réexplication de la Torah que l'on connaissait déjà. Parce qu'en fait, la Torah, ça ne suffit pas de l'entendre une fois, mais à chaque fois qu'on l'entend de nouveau, on va détecter quelque chose de nouveau qui va nous apprendre à grandir. Et c'est quoi le signe astrologique du mois de Shvat? Gli, Verseau, d'accord? C'est mon anniversaire. Verseau, c'est en fait un seau. Le seau, c'est ce qui permet de puiser de l'eau que l'on a. Eh bien, la Torah, c'est pareil. Je l'ai, mais je vais devoir puiser la Torah qui est à l'intérieur de moi pour trouver des nouvelles forces. Et lorsque je puise de l'eau avec un seau, en général, c'est pour le distribuer. Et bien la même chose, avec la Torah que j'ai puisée à l'intérieur de moi, je vais pouvoir la distribuer également à mon tour. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble ce soir. On va découvrir justement comment on va découvrir une Torah qui va nous être plus intégrée à l'intérieur de nous, qui va nous transformer. Et c'est pas seulement qu'on va se construire grâce à cette Torah, mais on va aussi permettre aux autres de se construire à leur tour. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va parler de la sortie d'Égypte, d'accord? Puisque c'est le sujet de notre paracha. On va faire 2 parachas aujourd'hui, 2 pour le prix d'une, d'accord? Vaïra et Bo. Et pourtant, la sortie d'Égypte, on a l'impression que ça va, on connaît. Pessar, Bibilou, Etmol, Aïnou, Avadim. C'est en général toujours les disputes, c'est au moment du plateau. Qu'est-ce qu'on va faire comme tradition? Bon, on connaît. En plus, on a vu le film Le Prince d'Égypte. Donc, excusez-moi, la sortie d'Égypte, on la connaît par cœur. Alors, on va essayer de revoir ça d'un œil nouveau. On a vu la semaine dernière, Parashat Shemot, c'était la chute libre de toute la descendance de Yaakov, d'accord, tous les Bnei Israël. Et on a vu la servitude, mais également on avait parlé, vous vous rappelez, du courage des femmes et de la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a expliqué qu'il a grandi dans le palais de Pharaon, d'accord, donc après pour lui tout va bien. Il a grandi dans des draps de soie et pourtant il ne peut pas supporter ce qui se passe pour ses frères, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va vouloir les aider et il va s'enfuir à Midian après avoir tué un Égyptien, d'accord? Et sur ce, Dieu va se révéler à lui dans ce fameux épisode du buisson ardent, d'accord? Et Dieu va lui demander d'accepter la mission, d'accord? Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et là, le message ne s'auto-détruit pas au bout de 5 secondes, puisqu'en fait, Moshe va refuser et Dieu va insister. Et après moult négociations, eh bien, Moshe Rabbeinu va accepter sa mission. Il retourne voir les Bnei Israël et il leur dit « Ça y est, vous allez être libres ». Et génial, sur le coup, ils y croient. Ils ont une lueur d'espoir. Et là, suite à ça, il va voir qui? Le grand boss, Pharaon. Et il lui dit, tu sais, tes super esclaves depuis 210 ans, tu sais, ta main-d'œuvre gratuite qui travaille de façon acharnée sans que tu les payes, eh bien, tu vas devoir leur dire bye-bye, parce qu'ils vont partir. Réponse de Pharaon, mais qui est ce Dieu que je ne connais pas? Et donc, il va refuser de laisser les Juifs sortir. Mais encore pire que ça, il va en fait leur rendre la tâche impossible. Il ne leur fournira plus la paille. Ça veut dire qu'en fait, tout d'un coup, les Bnei Israël, ils n'ont même plus de quoi travailler. Ils vont devoir aller eux-mêmes chercher la paille pour fabriquer des briques. Donc en fait, ils n'endorment plus jour et nuit. Ils vont lui enlever le Shabbat, parce qu'ils avaient le Shabbat. Ils avaient un jour de repos hebdomadaire. Quick, il n'y a plus. Et ils vont les maltraiter de pire en pire. C'est l'horreur absolue. Et il y a écrit quoi?
que tout d'un coup, les Bnei Israël, ça y est, ils ne veulent plus croire en Moshe. Arrête Moshe avec tes histoires. C'est écrit comme ça. Et Vaidaber Moshe Ken el Bnei Israël velo shamu el Moshe, ils n'ont plus écouté. Mi kotser ruach ou mi avoda kasha. Alors kotser ruach, comment on traduit normalement? Du souffle coupé, ils n'ont même plus le temps de respirer. Kotser ruach, c'est quoi aussi? Ruach, c'est comme ruchani, ruchaniut. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils avaient la spiritualité coupée. Qu'est-ce que Pharaon leur a empêché de faire? D'étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, tout d'un coup, ça t'ouvre des nouvelles portes. Tout d'un coup, ça t'ouvre le monde des possibles. Tout d'un coup, tu te dis, mais oui, mais c'est possible. Et il ne voulait absolument pas qu'ils soient dans cet état d'esprit. Et donc, à ce moment-là, Pharaon leur a même empêché d'étudier cette Torah qui nous permet de nous construire. Et alors là, mettons-nous 2 secondes à la place de Moshe. On a dit que quoi? Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que le moral, il était au plus bas. D'accord? Puis là, finalement, Moshe, il arrive avec une super bonne news et super bonne nouvelle. Et puis tout d'un coup, c'est encore pire qu'avant. Donc le moral, il est encore plus bas que le plus bas. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il est trop mal. Il est très mal à l'aise. C'est affreux comme situation. Et donc, il vient en mode syndicaliste, CGT, CFDT. Il va voir Hachem et il lui dit Adonai, lama erata la am azé, lama zé shalartani. Pourquoi, Dieu, tu leur fais en fait plus de mal? C'est quoi? C'est un poisson d'avril. Et en plus de ça, pourquoi moi tu m'impliques dedans? Si toi tu leur fais des atrocités, mais en plus de ça, moi je suis complice de ça. C'est quoi cette sortie d'Égypte où on dit, allez, c'est bon, on sort, et puis finalement, c'est encore pire qu'avant. C'est exactement ce genre de situation où nous aussi, on a une perspective. On se dit, allez, cette année, je me marie. Je me marie, ça y est, je suis là, je suis conditionnée, je suis bien, etc. Le résultat des courses, à la fin de l'année, non seulement je ne suis pas mariée, je me sens encore plus seule qu'au début de l'année. Ou alors, quelqu'un qui passe, je sais pas, son diplôme d'avocate. D'accord? Première fois, elle rate. Ok. Deuxième fois, elle y croit, elle se dit, allez, c'est bon, ça va, je vais réussir, etc. Elle le passe. Et finalement, quoi? Non seulement elle l'a pas eu, mais elle a un résultat qui est encore pire que la première fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu crois que tu vas t'en sortir, tu crois que tu es en processus, tu crois qu'il va y avoir, c'est bon, la délivrance. Et en fait, non seulement tu n'es pas délivré, mais c'est encore pire que quand tu t'es conditionné vers quelque chose de positif. Et c'est là que notre paracha, elle s'ouvre. Elle s'ouvre avec la réponse de Hachem à Moshe. Il lui dit quoi? Il lui dit, Vaera, tu sais, je suis apparu au patriarche, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette réponse? Eh bien, ça veut dire une chose. Tu sais, les patriarches, je leur avais fait une promesse. Je leur avais dit, vous savez, vous allez avoir Eretz Kenan, la terre d'Israël. Abraham, tu parles, quand il a voulu enterrer Sarah en Kenan, il a dû acheter le Marat à Marpella à un prix exorbitant. Yitzhak, c'est vrai, c'est le seul patriarche qui est resté toute sa vie en Eretz Israël. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a galéré? Il ouvrait les puits, les Philistins, ils venaient, ils lui fermaient, etc. Le business, c'était très dur, d'accord? Et Yaakov, tu parles, il y était tranquille, douillé dans le lit, dans la maison de papa et maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû s'enfuir parce que son frère, il voulait sa mort. Et aucun d'eux n'a râlé. Et toi, Moshe, tu viens et tu râles. C'est quoi cette réponse? C'est qu'en fait, Hachem, il lui dit en quelque sorte, tu sais, la Géoula, c'est un processus. C'est un processus, et c'est vrai que parfois, tu sens un avant-goût de délivrance. Tu sens un avant-goût de Géoula, mais ça vient pas. Ça vient pas, et c'est vrai, tu as l'impression que c'est encore pire qu'avant.
On parle de quoi en fait? On parle de notre sortie d'Égypte personnelle à nous. C'est quoi? C'est tous nos blocages. Toutes les fois on se sent esclave. Je me sens esclave de ce job, je me sens esclave de cette situation, je me sens esclave de ma vie de couple qui n'est pas au top, je me sens esclave de mon célibat, je me sens esclave de ces relations que j'enchaîne et que j'arrive pas à améliorer. Je me sens esclave d'eux. D'accord? Or quoi? On ne change pas nos habitudes en un jour. C'est un processus, c'est un tas à lire. Et un tas à lire, par définition, ça prend du temps. Et vous savez, on dit que le Rabbi Lubavitch, il dit que nous, on est la génération pré-Mashiach, on est en fait la résurrection de cette génération-là, la génération qui est sortie d'Égypte. Et il y a beaucoup de choses qui nous apparentent, mais peut-être la chose la plus fondamentale, c'est quoi? C'est justement ce manque de patience. Quoi? Nous, on veut que ce soit instantané. C'est bon, j'ai cliqué, c'est bon, ça marche. Pourquoi, quand j'essaye de changer un trait de caractère, quand j'essaye d'améliorer une relation, tout d'un coup, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans. C'est pas possible! C'est pas possible! Quand j'arrive en Israël, je vais absolument passer mes équivalences et c'est bon, ça y est, c'est réglé. Et là, tu as l'administration israélienne qui vient, qui te calme tes ardeurs. Rega, t'as vu ta théouda, amène-moi ton diplôme, fais-le traduire, paye 5000 shekels pour la traduction, t'as tout un processus, fais tes équivalences, montre-moi tes trucs. Il y a des gens, je connais des gens personnellement, ils avaient un super job en France, ça fait 4 ans qu'ils essayent de faire reconnaître ici en Israël. Elle va y arriver. Entre-temps, la peau, elle fait des glaces, elle travaille dans un magasin de glace, mais elle a un super job. Elle va y arriver, Bezrat Hashem. Or quoi? La Géoula, elle va avoir lieu en 10 étapes. En 10 étapes. Et c'est normal. Parce que si tu veux la réussite, si tu veux un 10 sur 10 à ton examen, bah encore faut-il que tu fasses les exercices, les uns après les autres. Tu ne peux pas avoir 20 sur 20 sans avoir fait tes exercices. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer quand tu vas prendre un peuple qui est esclave depuis 210 ans, on avait fait le calcul la semaine dernière, on m'a dit ça fait quand même 7 générations, et tu leur dis, Yalla, vous êtes libres, allez, sortez! Comment ça marche? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que Moshe Rabbeinu, il a été avec des pincettes. Parce qu'il leur a dit quoi? Il leur a pas dit, vous sortez, à vous la liberté. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? On part 3 jours. C'est tout. Il s'est dit, si je leur dis on part pour toujours, déjà, je sais que c'est mort. C'est pour ça que vous allez voir, dans toute la paracha, on part 3 jours. Non, juste 3 jours. Mon mari dit, c'est exactement comme les gens qui ont inventé le programme Massa. Ils voulaient que les gens ils fassent leur alia. Si tu prends des gens au top de la carrière, 25 ans, 28 ans, tu leur dis, allez, fais ton alia, ils vont te rire au nez. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un programme à ça, 6 mois, viens, détente en Israël, il y a des tulipes, il y a de la bonne ambiance, il y a des trucs. Et au bout de 6 mois, voilà, tu verras si tu veux rester ou pas. D'accord? C'est exactement le même principe. 3 jours, c'est bon, ça va, ok, d'accord, on accepte. Et malgré ça, on nous dit quoi? Que tous ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ont refusé. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas osé. Ils sont restés bloqués. Alors quoi, ils étaient peu nombreux? Pas du tout. Ils étaient combien? 80%. 80%. Nous sommes issus de la descendance de seulement 20% qui ont eu la foi, qui ont eu la force, la ténacité, l'acharnement dont on avait parlé la semaine dernière, de dire, allez, tu sais quoi, je me lance, je suis d'accord, je suis Moshe, je sors d'Égypte. Mais 80%, ils ont dit, non, écoute, peut-être l'esclavage, c'est pas le top, mais au moins, c'est ce que je connais. Ça, c'est bon, je connais ma rue, je connais mon truc, je connais mon bourreau, il me fouette tous les jours, c'est bon, ça, je connais, ça va. Le reste, je suis pas tranquille. D'accord? Et malgré tout, c'est écrit que quoi? Que là, ils n'ont pas cru en Moshe. Quand il est revenu, il a dit, allez, si, on va sortir. Ils n'ont pas cru en Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'était comme ça? Alors le Midrash, il vient et il te dit, c'est très simple. C'est parce que, justement, c'est dur de changer.
C'est dur de changer une situation. Même si une situation qui, objectivement, n'est pas enviable. Mais c'est dur de changer une relation. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est emprisonné par des processus qui sont rouillés depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. Avec mon mari, c'est toujours les mêmes disputes. Et c'est comme ça. Et on s'engueule tous les 3 jours. Et on se fait la tête pendant 2 jours. Mais pour moi, c'est ça une relation de couple, dans le fond. Avec ma belle-mère, c'est des pics, d'accord? Elle lance les pics, moi je lance l'autre pic, elle fait le sous-entendu, moi je vais faire un autre sous-entendu. Elle est au 2e degré, je suis au 3e degré, le 4e. Mais c'est comme ça, pour moi c'est évident qu'une relation... vous connaissez beaucoup de personnes qui ont des bonnes relations avec leur belle-mère? Non? Alors du coup, toi oui? Baruch Hashem. Mais elle n'est pas aux États-Unis? Elle n'est pas aux États-Unis? Ah! Oui, pardon. Non, Julia, on ne parlera pas de ce que tu m'as dit. Voilà, à part Julia, par exemple. Et écoutez bien, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Hop, il y a tout qui s'en va. C'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. C'est qu'en fait, on est beaucoup moins tolérant avec nos proches qu'avec les autres. Pourquoi? Parce que quelqu'un que je connais pas, en général, je lui laisse sa chance. Bon, on avait rendez-vous, elle est en retard. Elle est en retard, elle est mignonne quand même, je l'aime bien. Mais quand ma copine, ça fait 10 ans que je la connais, que ça fait 10 ans qu'elle est en retard à chaque rendez-vous, quand elle arrive, j'ai envie de l'étriper. Je me dis, mais c'est pas possible, ça n'évolue pas. Et qu'est-ce que je mets en place dans ma tête? Les mécanismes que je connais. Elle a dit ça, et donc D'accord? Mon mari, au début, il faisait des bourdes. Ah, je trouvais ça mignon, ouais, il est un peu gauche, oui, il fait un peu des gaffes. Mais au bout de 10 ans de mariage, c'est pas possible, il n'évolue pas. Et donc, je ne lui laisse pas sa chance. Et donc, même s'il avait une bonne excuse, même si ma copine qui était en retard, elle avait une bonne excuse, je ne vais même pas lui laisser l'opportunité de s'excuser. Dans ma tête, c'est bon, c'est réglé. C'est des mécanismes qui sont déjà... ça va. Je la connais par cœur. C'est exactement ce qu'on dit avec quelqu'un qui nous est proche. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne leur laisse pas leur chance. Et c'est comme ça que tu as des relations qui sont rouillées. Ça ne bouge pas. C'est bloqué. On est esclave de ces relations, tout comme on était esclave en Égypte. Et c'est pareil avec nous. Avec nous, parfois, on ne se laisse pas la chance d'eux. On s'auto-sabote. Est-ce que vous savez qui sont les gens qui font le plus d'accidents de voiture? Lo alenu. Les gens qui sont pessimistes. Pourquoi? Parce que tu te laisses pas, tu t'imagines déjà que, et donc, quand ça arrive, tu dis, voilà, j'avais raison. Pareil, je ne me laisse pas. Ce mois-ci, non, le bébé ne viendra pas. Non, ce mois-ci, ce job, ça ne va pas marcher. C'est ancré dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je m'auto-sabote. Et donc, du coup, après, ça justifie que, tu vois, j'avais raison, je savais que ça ne marcherait pas. Je savais que ça ne marchera pas parce que tu ne t'es pas laissé l'opportunité que ça marche. Et on fait tout le temps ça avec nous. C'est pour ça que Pharaon, qui est la force suprême de l'Égypte, c'est Pharaon, c'est Péra. C'est la mauvaise bouche. Parce que la mauvaise bouche, la mauvaise parole, elle émane de la mauvaise pensée. Quand j'ai des pensées négatives, ça va s'en ressentir sur mon attitude. Exactement comme quand je suis en entretien et comme je sais que d'avance je ne vais pas avoir le job, du coup j'arrive, je balbutie, j'ai pas confiance en moi, des trucs que je connaissais à la perfection, tout d'un coup je perds mes moyens et j'arrive pas à aligner 3 mots, j'arrive pas à dériver à diagonaliser une matrice, on fait des trucs comme ça. On fait des trucs comme ça en data analyse. Ah d'accord. À dériver une fonction. Bref, des trucs que je suis censée faire, d'accord? Et tout d'un coup, je perds mes moyens et j'y arrive pas, d'accord? Et donc, c'est exactement le problème de l'esclavage. C'est que parfois, on se complaît dans une situation parce que dans le fond, on ne connaît que ça. Je connais que ça. Et surtout, ça me donne l'occasion de me plaindre. C'est bon, je suis célibataire, mais tu vois, vous connaissez cette expérience célibatante. Je suis une célibatante, moi. D'accord? Donc, dans le fond, je suis fière de moi.
Pourquoi? Parce que je galère. Tu vois, je galère et tout. Je galère, mais quand même, j'aide les autres. Ouais, je galère, je suis pas mariée. Et tu te rends compte que quand même, j'aime mes copines qui sont mariées avec leurs enfants. Je me complais dans cette situation où c'est dur pour moi. Et donc, finalement, j'arrive à en tirer une certaine fierté. Et dans le fond, si on me dit, tu sais, maintenant ça va changer et tu vas être au top, j'ai attends, quoi, moi au top? T'es sûr? 2 secondes, je t'ai pas trompé de personne? Pareil, imaginons que, j'en sais rien, ça se passe mal avec ta coloc. Ça se passe rien. Lance des regards. Ça se passe mal avec ta coloc, d'accord? Et on te dit, écoute, t'as une opportunité, tu peux changer, la fille avec qui tu vas être en coloc, elle est super, etc. Tout d'un coup, t'as un mouvement de recul. Pourquoi? Parce que cette coloc, c'est ton bouc émissaire. Si au boulot ça se passe mal, c'est à cause d'elle. Si dans ton couple en ce moment ça se passe mal, c'est à cause d'elle. Tu peux appeler ta mère toutes les 2 minutes pour te plaindre de ta coloc. Et là, si on te dit attends, ça change, tu fais hein? Quoi? J'ai plus personne sur qui casser du sucre. Et donc du coup, forcément, on panique. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague à propos de la Géoula. La vraie Géoula, c'est quand elle va arriver, ce ne sera pas les bisounours. Quand elle va arriver, on va avoir comme une crise identitaire. Pourquoi? Parce que ça va être une réorganisation totale du monde. Et bien moi, dans cette organisation du monde, je vais devoir trouver mes marques. Et donc chacun va avoir une période d'adaptation et ça ne sera pas youpi. Non, il va falloir nous aussi s'habituer à une situation bien que extraordinaire. D'accord? Donc la Torah, elle te dit quoi? Elle te dit, fais attention parce que parfois tu t'embourbes dans des situations parce que ça te permet de justifier d'autres situations où tu n'y arriverais pas. Ça te permet de justifier tes échecs, ça te permet de dire, bah, tu vois, c'est à cause de ça que, c'est à cause de ça que, c'est à cause de ça que. Oui, mais si on te dit maintenant, bon, bah, cette situation, elle est terminée, mince, comment je vais faire? Alors, comment ça marche? Comment on fait? Bah, c'est extraordinaire, parce que cette paracha, elle nous parle justement de quelqu'un qui va faire un gros blocage. Mais un énorme blocage. Ça veut dire que la vérité, elle est limpide devant lui, et lui, il va répéter à 10 fois la même erreur. Il s'agit de qui? Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être toujours le même mécanisme. Moshe Rabbeinu, il arrive avec Aaron, et il va voir Pharaon, et il lui dit, tu sais, fais attention, il faut que tu nous laisses sortir d'Égypte, parce que si tu ne le fais pas, demain, il va y avoir le sang. Non, 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 je ne nous laisserai pas sortir d'Égypte, etc. Le sang arrive horrible, ils n'en peuvent plus, ils sont déshydratés, ils n'arrivent pas à boire, il y a du sang partout, c'est affreux, etc. Au bout de 2 jours, Pharaon fait, ça y est, die, stop, partez, maintenant je ne veux plus vous voir. D'accord? Bonjour. Bonjour. Là, il y a 2 places. On vient de commencer. On parle de Pharaon et ses blocages. Non, mais là, il y a... Allez. Alors, donc, à 10 reprises, qu'est-ce qui va se passer? Ils arrivent, ils disent, tu laisses les Bnei Israël sortir d'Égypte. Ok, oui, pas de problème. Enfin, non. Il y a la plaie, et là, c'est horrible. Et là, il dit, en fait, oui, d'accord? Et la plaie s'arrête. Et là, Pharaon, il dit, non, mais en fait, je ne vous laisse pas sortir. 1 fois. 2e fois, rebolote. Ils arrivent, bon, maintenant, tu nous laisses sortir parce que sinon, demain, il va y avoir les grenouilles. Non. Allez, les grenouilles. Ah, oui. On dirait une blague, on dirait un cartoon, cette paracha. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Au moment des ulcères, au moment de la plaie des ulcères, là, ça y est, tous les ministres, ils disent à Pharaon, laisse-les partir. Ils ont des ulcères partout, ils n'en peuvent plus. L'Égypte, elle est dévastée. Ils n'en peuvent plus. Et puis surtout, les Bnei Israël, ça fait 6 mois qu'ils sont libres. Ils ne travaillent pas pendant toute la période d'esclavage. Donc, qu'est-ce que tu as à gagner? Tu n'as que à perdre. Alors, tu peux régler le problème en disant, bon, bah, sûrement que Pharaon, il était idiot et c'est tout.
Pharaon était un génie. Était un génie que il n'y a pas eu beaucoup comme lui dans l'histoire de l'humanité. Et une des preuves de ça est quoi? Et qu'il parlait 70 langues. Déjà, tu connais quelqu'un qui parlait comme ta belle-mère. 6 langues. Voilà, elle qui a une relation avec sa belle-mère. Non, en fait, c'est bon. Vous êtes les exceptions qui confirment la règle. C'est quoi? Elle parle quoi? 6 langues, 8 langues? D'accord. Tu la vois, tu dis, bon, c'est un génie. D'accord. Il parlait 70 langues. Ça vous suffit comme preuve que c'était un génie? Oui. Et là, on ne comprend rien. Parce qu'on est face à quelqu'un de très intelligent qui ne comprend rien. Comment ça marche? Eh bien, en fait, tout au long de la paracha, Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Comment on dit endurcir? Alourdir, si vous voulez. Kaved. Son cœur, il est kaved, il est lourd. C'est pour ça qu'il est opiniâtre et qu'il n'arrive pas, finalement, à se sortir de ce blocage. Le même blocage dont on a parlé au début du cours. D'accord? Le Midrash, il vient et dit « Ah, il y a un petit jeu de mots là. C'est quoi kaved? Ça veut dire quoi qu'il est kaved? Ça veut dire qu'il est lourd, mais kaved, c'est aussi un organe. Un autre organe dans le corps humain, c'est le foie. Arrive Rav Chaim de Volojine et il nous explique en fait quel est le processus chez une personne de prise de décision. D'accord? Vous voulez le savoir? Moi aussi. Attends, laisse-moi lire, je me souviens plus. Alors il dit comme ça. En fait, nous avons 3 stratifications de l'être humain, d'accord, qui sont symbolisées par 3 organes. Le premier, c'est quoi? C'est le foie. Le foie, c'est le centre des pulsions. Il envoie des pulsions. Elle m'a dit ça, et donc ça me donne envie de me mettre en colère. Il m'a dit ça, et donc ça me donne envie de pleurer. D'accord? C'est le centre des pulsions. Au deuxième niveau, on a quoi? On a le cœur. Le cœur, c'est le centre des émotions. L'émotion, elle vient, et elle filtre cette pulsion première. Elle me dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Si c'est acceptable ou si c'est pas acceptable. Si ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Elle filtre. Et donc finalement, au début, il y a plein de données, d'accord, des données brutes. Et au final, il ne reste qu'une certaine partie des données. Le reste, elle les a renvoyées. Ça, c'est le cœur. Finalement, ça envoie où? Au cerveau. Et le cerveau, c'est comme un ordinateur, il agit en fonction des données qu'on lui a envoyées. Et donc, en général, toutes les décisions qu'on prend ont l'air très logiques. D'accord? Mais ça va dépendre de quoi? Des données qui ont été filtrées ou non. C'est clair? C'est-à-dire, en fait, on a 3 étapes. On a la situation, d'accord? Ça, on a 4, si vous voulez. Situation, pulsion, émotion, décision. D'accord? C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça veut dire quoi que le cœur de Pharaon, il est kaved? Il nous dit comme ça le Midrash, qu'en fait, il fonctionne comme un foie. Il filtre plus. Il filtre plus. Toutes les pulsions premières qu'il a, les réactions premières, les réactions animales, bestiales, sont envoyées directement au cerveau. Et le cerveau, en fait, il fait en fonction de ce qu'on lui donne. Et du coup, il n'y a plus de recul. Et je suis embringuée dans des réactions en chaîne où je n'ai en fait plus du tout de prise. D'accord? C'est exactement ce qui nous arrive, par exemple, quand quelqu'un fume. Quelqu'un qui fume. Mélanie, c'est ma muse. D'accord? C'est elle qui donne les exemples du cours. Quand quelqu'un fume, donc Mélanie, on peut la féliciter, ça fait 2-3 semaines qu'elle a arrêté de fumer. D'accord? Mais quelqu'un fume, concrètement, comment ça se passe? J'ai envie d'une cigarette. Pulsion première. Le cœur, il dit quoi? Il dit, ouais, c'est pas bien, etc. Mais quand même, ça me fait du bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va envoyer au cerveau? Ouais, mais tu sais, finalement, il y a des études qui montrent que c'est pas si grave que ça. Et donc. Donc, finalement, le fait de fumer, ça va, on a réussi à trouver une logique à ça. D'accord? Donc, moi, j'ai dit, elle a arrêté la cigarette et moi, j'ai arrêté le café. Il y a 2 semaines. Et comment ça s'est passé? Ah, c'est pas possible. Ah. Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très. Et c'était, non, ça n'a rien à voir la cigarette et le café. Mais quoi, c'était une idée qui me trottait depuis longtemps. Je sentais que ça me faisait pas du bien.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 2 semaines, j'ai eu la grippe, donc j'étais malade. On est connectés en Wi-Fi, toi et moi. Et je sentais, tu sais, je sentais que le café, il enrouillait encore plus qu'il était rouillé. Et un matin, je me suis levée, c'était dimanche matin, il y a 2 semaines. Et j'ai regardé, et donc je suis passée au thé. Il n'y a plus pour le thé. Je suis passée au thé au gingembre, d'accord? Pareil, ça veut dire qu'en fait... Quoi? On s'habitue. Ça veut dire que même après des années de dépendance, on peut arriver à mettre fin à ça. Mais finalement, Pharaon, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise justement toutes ces années de dépendance où j'ai réussi à trouver des excuses très logiques à quelque chose qui, au fond, n'est pas top top, et ça, je le sais. D'accord? Et il faut savoir une chose, c'est que quand on fonctionne de façon équilibrée et réfléchie, ça veut dire que le filtre, il fonctionne. Mais, forcément, dans la vie, il y a des ratés. C'est tout, nos blocages, d'accord? Sur lesquels on n'arrive pas à sortir. Et c'est exactement Pharaon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il ne va pas réussir à tirer les leçons de ses erreurs. Il fait une erreur une première fois, il voit que c'est la catastrophe. La situation se reproduit, mais à l'identique. Allez, rebelote, il refait la même erreur. Mais quoi, t'as pas appris la leçon la première fois? Non, il n'a pas appris. La deuxième fois non plus, la troisième fois, c'est pas possible. À la fin, c'est un cas d'école. Ça fait 9 fois que ça se passe. Et non. La 10e fois non plus, il va pas les laisser sortir. Et donc, on a tous à l'intérieur de nous un mini-pharaon qui est à l'origine de nos erreurs répétitives, de nos cercles vicieux, de nos automatismes, de nos mécanismes dans lesquels on n'arrive pas à sortir. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on va faire au quotidien. On va aller en entretien, d'accord? Et on va jouer sur... ou alors, par exemple, on va aller en date, d'accord? Et on va jouer sur la carte de l'amitié. C'est très bien pour un date, au lieu de jouer sur la carte de la féminité. Et pourtant, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Mais non, on recommence. On recommence. D'accord? Et ça peut même être encore pire. Je me souviens d'une femme pédopsychiatre qui s'appelle Dr Benarous Feldman, qui avait fait une conférence, qui avait expliqué que souvent elle aidait les femmes qui étaient mariées avec des bad boys. D'accord? Parler des bad boys. Oui? C'est bon? Et il s'avère que dans 90% des cas, elles se faisaient battre. C'est bon, c'est clair. Et il s'avère que dans 90% des cas, les femmes, elles avaient une enfance également où il y avait de la violence. Et donc, en fait, inconsciemment, elles ne se laissaient pas le droit d'être aimées, d'être heureuses dans une relation qui était saine. Et donc, inconsciemment, c'est toujours par les bad boys qu'elles étaient attirées. C'est pour vous dire à quel point ce genre de blocage, ce genre de mécanisme, ce genre d'automatisme, en fait, on est loin. Alors, comment on fait? Comment on fait pour relancer la partie cœur? Parce qu'on a compris une chose. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Pharaon? Il vient nous dire, sache une chose, ma petite, ça ne dépend pas de ton intelligence. Tu peux avoir un super QI, tu peux avoir fait des super études, tu peux être quelqu'un avec une super éloquence et tout le monde te trouve brillantissime. Tes blocages ne dépendront pas de ton intelligence, mais vont dépendre de quoi? Du monde émotionnel que tu t'es construit. D'accord? Alors, comment on fait? Comment ça marche? Alors, le Talmud, il vient et il nous dit une chose. Il nous dit, sache que tu ne peux pas, un prisonnier, il ne peut pas sortir de prison toute seule. Ça veut dire quoi? C'est pour nous dire justement que dans ce genre de situation, très souvent, on ne peut pas toute seule. Tout ce qui est addiction, blocage, comment on dit, food disorder, désordre alimentaire, troubles alimentaires, tout ce qui est vraiment de l'ordre, voilà, de quelque chose qui vraiment, je n'arrive pas à avoir une emprise sur ça. Très souvent dans la vie, tu vas avoir recours à un accompagnement.
Pourquoi? Parce que c'est très dur d'avoir du recul sur ce genre de situation. Il ne faut pas compter sur ton cerveau, il ne faut pas compter sur ton intellect, il ne t'aidera pas. Très souvent, le problème, il se situe où? Il se situe au niveau émotionnel. Et c'est quelque chose pour moi, c'est très important de partager. Je le raconte de temps en temps, peut-être 1 ou 2 fois par an dans les cours, mais c'est vraiment fondamental pour moi de partager cette histoire. Parce qu'il y a quelques années, je me suis sentie aussi prisonnière de mes pulsions. Avec mes enfants, j'ai été très nerveuse. D'accord? Je suis de nature très nerveuse, même si on ne dirait pas comme ça. Alors, pas du tout. Non, mais j'ai fait un gros travail sur moi depuis des années. D'accord? C'est pour ça que maintenant, je suis presque ramollo. Mais vraiment... Mais c'était des situations où, vous savez, comme on dit, ça m'a mis hors de moi. Ou bien, je sens que je n'étais pas maître de la situation. D'accord? Toutes ces situations où tu te dis, bon, qui c'est qui était maître de la situation? Alors, si c'était pas toi, c'est quoi que ça t'a mis hors de toi? C'est qui toi? C'est qui hors? D'accord? Toutes ces situations où, vraiment, on sent que... Vraiment, je vous dis, je sentais que je perdais le contrôle de moi-même. Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que, à plein de points de vue, d'accord? Point de vue de mon rapport à mes enfants, mais de mon rapport à moi-même. Comment on peut se trouver dans une situation où on n'est pas maître de soi? Et à chaque fois, je me disais, c'est pas bien de se mettre en colère, je vais lire des livres sur la colère, je vais étudier des choses sur la colère, et malgré tout, je vois que ça ne changeait pas, et c'était toujours les mêmes situations dans lesquelles je me retrouvais. Il a fait ça, et donc je crie encore plus fort, et il n'écoute pas, et donc, la tlécha. D'accord? Alors, en fait, finalement, j'ai fait appel à une femme qui fait ce qu'on appelle des thérapies brèves, d'accord? Et c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a touché à quoi? Au monde émotionnel. Ce genre de situation me renvoyait à certaines choses. En 4 séances, c'est bon, c'était pas réglé du jour au lendemain, parce que comme on a dit, c'est un processus de sortir d'Égypte. Mais ça y est, j'ai mis le doigt, j'ai ouvert la voie. Une fois qu'on a ouvert la voie, ben, c'est bon. Pourquoi? Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle vient? Elle a un recul qui me permet de voir des choses que moi, je ne voyais pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous aussi, on fait très souvent ça avec des gens qu'on connaît. On se dit, mais c'est pas possible, elle est toujours bloquée. Non, c'est pas possible, elle fait toujours ça. Non, mais elle ne se rend pas compte que... Attends, à chaque fois qu'on est au restaurant, tout d'un coup, elle a pas sa carte bleue et... Ah, ça va! On a compris le truc, on connaît. Mais est-ce qu'on ose dire ce genre de choses? En général, non. Parce qu'on sait que quoi? Que la personne, elle ne va pas l'entendre. Comme les Bnei Israël, ils n'ont pas entendu Moshe Rabbeinu. Lo Shamo el Moshe. Je sais que si je lui dis de toute façon, elle ne va pas comprendre. Mais la vie, t'inquiète pas. La vie, elle va faire que cette chose-là, elle va revenir. Et j'espère, je suis sûre, qu'un jour, elle va progresser, elle va comprendre. Mais vous avez remarqué comme on est beaucoup plus intelligente avec les autres qu'avec nous-mêmes. T'as un problème, je vais te donner un conseil. Non mais c'est bon, moi je sais, je truc et toi, t'es là en fait, tu dis, je galère. Beaucoup plus intelligente avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on a un recul que face à nous-mêmes, tout simplement, on n'a pas. C'est pour ça que dans cette paracha, donc je vous ai dit il y a 2 parachas, la paracha de Bo, on est juste avant la sortie véritablement d'Égypte, le don de la Torah. Dieu va donner au Bnei Israël la première mitzvah de la Torah, qui est quoi? Rosh Chodesh. La première mitzvah de la Torah, ils sont sortis le 15 Nissan, c'était 15 jours auparavant, c'était le 1er Nissan, et là, Dieu a arrêté Moshe et lui a dit, regarde, tu vois quelque chose là? Et Moshe, non, quoi, il y a des étoiles, un croissant de lune. Regarde, oui, c'est la lune. Et bien justement, je vais t'apprendre quelque chose. Maintenant, à partir de maintenant, chaque mois, chaque début de mois, lorsque tu verras la lune dans cette situation, dans cette forme, sache que vous allez proclamer le Rosh Chodesh, comme on fait ce soir, le nouveau mois. D'accord? La sanctification de la lune. Ok, extraordinaire. Et maintenant, Moshe, qu'est-ce que tu peux apprendre de ce croissant de lune? Je sais pas, c'est la lune, je la connais. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a 80 ans. 80 ans, il en a déjà vu des morceaux de lune, des croissants de lune. Essaye de réfléchir.
Bah là, c'est vrai qu'elle est toute petite, mais elle va devenir grosse un jour. Peut-être que nous aussi, parfois, on se sent un peu petit, et puis finalement, c'est qu'un déclin, mais pour mieux reconstruire. Ah, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce dialogue? C'est qu'en fait, il faut comprendre une chose. Tout d'un coup, il arrête Moshe pour dire, tu vois ce phénomène que tu connais, tu l'as déjà vu 80 fois 12. Les mathématiciennes parmi nous. 960 fois. 960. 960 fois. Tu l'as vu, tu l'as revu. C'est toujours la même chose. Eh ben non. Sache que même tu peux avoir 80 ans, comme on a dit la semaine dernière, il est interdit d'être vieux. Tu peux porter un regard jeune sur les choses. Et te dire, ah, qu'est-ce que je peux apprendre comme leçon de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau sur ça? Tu prends un phénomène banal, un phénomène répétitif, un phénomène cyclique, et tu te dis, ah, en fait, je peux avoir ça d'un regard neuf. Je peux apprendre de nouvelles choses. Je vais apprendre la notion de renouvellement, je vais apprendre la notion de déclin, de croissance et de décroissance. Oui, mon cher Rabbeinu, oui, c'est ça. Avant même que je te donne ma Torah, je veux t'apprendre un état d'esprit. L'état d'esprit, avant même d'avoir la Torah, c'est quoi? C'est de savoir porter un regard neuf sur les choses constamment. Mais si tu as l'impression que c'est des choses que tu as vues et que tu as revues et que tu as revues. Eh bien, c'est la même chose dans tous nos blocages et dans toutes nos relations qui sont moisies. Arrête d'être blasé. Arrête de te dire c'est comme ça ne sera pas autrement. Étonne-toi. Étonne-toi et dis-toi, ah, quel dommage. Quel dommage qu'avec mon mari on se dispute tous les 3 jours. Quel dommage que encore ce date ça se soit pas bien passé. Quel dommage que j'arrête de parler des belles-mères. C'est dommage, non? Tiens, et si ça pouvait être autrement? À chaque fois, je me dispute. C'est la même chose, c'est les mêmes trucs. Mais cette fois-ci, cette dispute-là, même si ça fait 960 disputes, je vais porter un regard neuf dessus. Je vais dire, non, je vais en tirer une leçon. Ça peut se passer autrement. Je décide de m'étonner de cette situation qui pourtant a l'air tellement banale, tellement cyclique, tellement répétitive. C'est la première chose à faire dans sa vie. La première chose à faire, c'est ce qu'on nous dit. Comment mon cher Rabbeinu, il a été choisi? Pourquoi Dieu il a dit, ça sera lui? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Parce que quoi? Parce qu'il y a eu l'épisode du buisson ardent. C'était quoi ce buisson ardent? On a dit quoi? On a dit, c'est un buisson qui brûle, mais ne se consume pas. D'accord? Donc, phénomène bizarroïde. Ce buisson ardent, il était là depuis la création du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines et des milliers de gens qui sont passés, repassés, ultra-passés dans tous les sens et qui n'ont jamais fait attention. Ouais, bon, ça, tu sais, c'est le buisson ardent. Bon, ça, c'est le buisson ardent. Ça va, tout le monde connaît, on s'en fiche. Mon cher Rabbeinu, Assour et ve'ere, je vais m'arrêter et je vais regarder. C'est par ce route-là qu'il a été choisi. Je décide de m'arrêter 2 secondes et de regarder. Comment on dit regarder en hébreu? Regarder de façon fixe, contempler. Les hitbonen. C'est quoi les hitbonen? C'est quoi? Donc c'est regarder, s'arrêter sur quelque chose, mais c'est quoi? Les hitbonen. Se construire. Vous avez vu comment le ivrit, le Lachon HaKodesh, il est incroyable? La première chose pour te construire dans la vie, arrête-toi et regarde, étonne-toi. Avant d'analyser les choses déjà, avant d'analyser les choses. De toute façon, on n'arrive pas à analyser quand on est pris dans nos mécanismes. Laisse tomber, ton cerveau, il ne va pas t'aider. Arrête-toi 2 secondes. Les hitbonen, c'est se construire. D'ailleurs, Ben, un fils. D'accord? Un Ben, c'est quelqu'un que, comme les hitbonen, c'est quelqu'un que je construis, un enfant, mais c'est quelqu'un qui me construit, beaucoup plus encore que ce que moi je lui construis. Ce qu'il dit le Talmud, Altikra Banaïr et la Bonaïr. Ne les lis pas tes enfants. Tes enfants, c'est tes constructeurs. C'est parce qu'ils te mettent les yeux en face des trous. C'est marrant, maman.
Pourquoi tu dis toujours qu'il ne faut pas mentir et quand il y a eu le policier, t'as dit qu'on avait tous nos ceintures et t'as dit mettez les ceintures. Bah, je sais pas, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on dit. Les enfants, ils te mettent toujours exactement dans la situation pile pour te remettre en question. Al tikra banaïr et la bonaïr. D'ailleurs, comment on dit une pierre à l'édifice en hébreu? Even. Even, c'est Av et Ben. Parce que ma construction personnelle, justement, fondamentalement, c'est quoi? C'est la relation parent-enfant. C'est ça qui me construit. Les id bonen, arrête-toi, 2 secondes. Et c'est pour ça que la première mitzvah qui est donnée dans la Torah, elle est liée au temps. Première mitzvah, avant la Torah, première chose, arrêtez-vous et comptez le temps. C'est ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que justement, dans la vie, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps de réfléchir. Non, j'ai pas le temps. Arrête-toi 2 secondes. Prends le temps de te poser et de réfléchir. D'accord? Le message fondamental de la Lune, c'est quoi? C'est lié à la notion de renouvellement. Parce que la Lune, elle se renouvelle de mois en mois. Pour te dire quoi? Pour te dire, sache que le plus grand danger qui te guette dans la vie, c'est l'habitude. Et on est tout le temps dans nos mécanismes automatiques, dans nos trucs, dans nos habitudes. On réfléchit même plus à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la première mitzvah de la Torah, elle est liée à la notion de renouvellement. Renouvelle-toi. Non, tu n'es pas la même qu'hier. Non, tu peux y arriver. Ce qu'on a dit la semaine dernière, la rabbinite Neustadt, elle dit que quoi? Que chaque matin, on se réveille avec une nouvelle parcelle de Neshama qu'on n'avait pas hier. Donc si tu n'as pas réussi hier, pas grave, tu vas y arriver aujourd'hui. C'est indispensable pour grandir, pour se construire, de savoir porter un regard neuf sur qui on est et sur ce qu'on est capable de faire. D'accord? Et justement, c'est pour ça qu'on parle de la Lune, parce que la Lune, c'est quelque chose qui est répétitif. Ça se répète de mois en mois, de mois en mois, de mois en mois, de mois en mois. Pour te dire quoi? Si ça se répète de mois en mois, de mois en mois, de mois en mois, ça veut dire qu'à chaque fois, tu as une leçon à en tirer. Si c'est la même dispute, c'est parce que tu n'as toujours pas fait tes exercices. Et donc la dispute, elle va revenir toujours sur la même forme, un autre contexte. Une fois, c'est le mariage, une fois, c'est le mariage de ma copine, une fois, c'est qu'il n'y a pas descendu les poubelles, une fois, c'est qu'il m'a manqué de respect. Toujours, je vais habiller ça de façon différente. Mais c'est toujours la même dispute. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait mes exercices. Et donc, hop, et ça va revenir. Comme on a dit, si on va avoir 10 sur 10 à notre examen, eh ben, il faut faire les exercices les uns après les autres. D'accord? Et donc, je suis obligée de partager cette histoire que j'ai déjà partagée avec Shani, parce que le jour où ça m'est arrivé, j'avais les larmes aux yeux, je croisais des gens dans la rue, je leur ai dit, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. L'histoire de cette semaine. Vous vous rappelez la semaine dernière, au cours, vous vous rappelez, je vous avais dit, dans la vie, il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts, on doit galérer. On ne cherche pas les galères, d'accord? Mais quand la galère, elle vient, on a la émouna que quoi? Que c'est un effort dans lequel on doit s'investir pour avoir certains mérites. Ok? Je vous la fais en très courte. Je prends l'exemple de quoi? De mon fils qui est à la crèche, qui est à pied à 10 minutes de chez moi, 7-8 minutes. En gros, je vous la fais courte, j'habite là, il y a l'hôpital au milieu et la crèche se situe derrière. Sur la gauche, il y a une rue, d'accord? Et c'est cette rue que j'emprunte tous les jours depuis 2 ans, d'accord? Et qui est bouchée, tout le temps bouchée. Donc c'est à 10 minutes et je mets chaque jour 25 minutes pour y aller. Et donc je raconte cette chose-là, je dis que visiblement, en ce moment, il faut que je fasse des efforts. Mais que puis-je y faire? Il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Donc je n'ai qu'à prendre mon mal en patience. Ça, c'était dimanche soir dernier. Lundi soir, lundi à 4h, je n'y vais pas, j'ai pas de voiture. Mardi, je m'apprête à faire ce chemin horriblissime que je fais depuis 2 ans. Mais grâce à votre psychanalyse de groupe, d'accord? Alors,
Vous allez voir que les choses ont changé. Oui, parce qu'en fait, mes cours, c'est une psychanalyse, mais ça, vous ne savez pas. Alors, je suis en voiture et là, je vois l'avenue horriblissime, d'accord? Donc, je me dis, c'est l'avenue déjà qui, normalement, est fluide et horriblissime. Alors, qu'est-ce qui va en être de cette mini-rue dans laquelle je passe entre 25 et 40 minutes tous les jours? Et je suis là comme ça. Et mon fils de 6 ans, dans la voiture derrière, il me dit, « Maman, c'est quoi ces Ktumim ?» C'est quoi Ktumim? C'est quoi ces trucs oranges? Je sais pas c'est quoi ces trucs oranges d'Étanel, je sais pas, là, après vers 50 minutes de bouchon, j'ai pas envie de répondre à ta question. Maman, c'est quoi ces Ktumim? Je sais pas, on a dit on n'a pas le temps, on a le temps de rire, on n'a pas le temps de répondre à notre enfant qui nous pose des questions. Et là, le pauvre, il repose la question 3 ou 4 fois, je crois, parce qu'il faut vraiment déboucher chez moi. Et là, je lui dis, c'est l'hôpital, c'est le chemin de l'hôpital. Et là, vous savez comment on dit en ivrite, Nafalni à Simone, je ne sais pas comment on dit en français. Et là, tout d'un coup, lumière d'espoir, le chemin de l'hôpital. Je peux le prendre en voiture. Et sachant que quand j'y vais à pied, je le fais, et qu'il y a des voitures. Et là, j'ai dit, Éternel, mon fils, tu es un génie. Tu es un génie. Et là, je tourne à droite. Je rentre dans l'hôpital. Et je vous assure que j'y étais en 4 minutes. J'étais tellement émue ce jour-là que j'ai arrêté la Chani, je l'ai arrêtée, j'ai dit, il faut que je te raconte quelque chose, c'est pas possible. Comment on est bouché? Mais comment on est bouché? Le pire, c'est que j'appelle mon mari, alors, je te raconte. Et là, vraiment, j'avais les larmes, le chemin de l'hôpital, et lui fait, le chemin de l'hôpital. Et comment? Ça fait 2 ans, on n'y a pas pensé. C'est pas possible. On le fait à pied. Et on voit les voitures. Et nous, on est métoumtam. Ça, métoumtam en hébreu, c'est bouché. C'est pas possible. Vous vous rendez compte des blocages dans lesquels on se trouve. Donc, pour te dire que quoi, t'as même pas le temps de réfléchir, en fait. T'as même pas le temps de réfléchir. Et la dernière chose fondamentale à retenir, c'est celle-là. C'est que la Lune, elle vient, elle nous apporte une leçon, elle nous dit, tu sais, la vie, c'est un mouvement, des hauts et des bas. D'accord? D'un fois, ça décline, après ça revient. Après ça décline, après ça devient grand. C'est à l'image de ta vie, ma chérie. Ta vie, c'est pas une flèche montante. Ce sont des hauts et des bas. Mais quoi? Baruch Hashem, ce ne sont pas des hauts et des bas comme ça. Ce sont des hauts et des bas comme ça. Attends, je fais la caméra, qui voit. Voilà, comme ça. Donc parfois, toi tu étais là, et bouf, boum, tu as une chute. Par exemple, tu veux arrêter de te mettre en colère, d'accord? Et là, crise de nerfs. Ta voiture a été prise à la fourrière, tu es dans un état pas possible parce qu'en plus tu avais prêté ta voiture à ta copine et ta copine, elle n'a rien compris à ce que tu lui as dit. Bref, horrible. Et donc tu t'énerves. Et là, qu'est-ce que tu trouves sur toi? Que tu es une nulle. Que si tu vois, bah voilà, ça sert à rien et je suis vraiment une nulle et je me mets en colère et j'arriverai pas. Écoutez bien. Si à l'instant T, je me trouve nulle, c'est parce qu'en fait, moi, dans ma vision des choses, j'ai progressé. Et comme j'ai progressé, celle que je suis maintenant, eh bien, juge négativement le comportement que j'ai eu maintenant. Mais en fait, c'est le signe que quoi? Que en fait, dans ma tête, j'ai progressé. Quand on évolue dans la vie, on passe de niveau. Et comme on passe de niveau, c'est comme un Mario Kart. Tu passes de niveau. Et quand tu passes de niveau, tout d'un coup, celle que tu étais avant, tu la trouves nulle. Tu dis, mais c'est pas possible, comment je peux faire des erreurs pareilles? Mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment je peux faire ça? Parce que tout d'un coup,
Ça te dérange. Là, ça te dérange. Mais avant, ça te dérangeait même pas. Donc en fait, tu crois que tu as régressé. Mais le fait que tu as régressé n'est que en fait le signe que tu as progressé. Ça va, je vous la refais ou c'était une démonstration par la psychologue? Vous comprenez ou pas? Parfois, on regarde qui on est avec dépit. On regarde qui on était encore plus avec dépit. Mais la Torah, elle te dit, Rabbi Nachman, Maché Haya Haya. Ce qui était, c'était. C'est pas par dépit. C'est parce qu'en fait, c'était nécessaire pour ta construction personnelle. C'est parce qu'à ce moment-là, tu t'es cassé la figure, parce qu'à ce moment-là, tu as une chute énorme, que tout d'un coup, tu as pu rebondir. Il y avait un homme qui avait fait Teshuva à l'âge de 40 ans. Et tout d'un coup, il s'est dit « Oh là là, mais quel nul j'ai été! Oh !» Et les filles, je ne les ai pas bien traitées. Et mes parents, je ne les ai pas bien traités. Et j'ai pas fait ça. Je n'ai pas donné du kavod à mes grands-parents. Et toutes ces années perdues. Toutes ces années perdues. À tel point qu'à un moment, ça l'a fait déprimer. Son rave, je ne sais plus qui c'était son rave, il l'a amené voir le Rav Eliashiv, un des grands des Gdolim. Et le Rav, il a été le voir, il lui a raconté ce qu'on lui a dit, mais c'est pas possible, toutes ces années perdues, tout ce que j'ai fait, j'ai été nulle, j'ai blessé les gens autour de moi, etc. Rav Eliashiv, il lui a dit quoi? Il lui a dit, toutes tes erreurs sont en fait les édifices de ta construction personnelle de maintenant. C'est parce que tu as eu des erreurs qu'aujourd'hui, ça t'a emmené là où tu étais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce regard négatif que l'on porte sur nous-mêmes, c'est pas parce qu'en fait, on n'est plus nul qu'avant, c'est qu'en fait, dans notre tête, on a progressé, on aspire en fait à beaucoup mieux. Et donc, en fait, c'est déjà le début de la délivrance. Vous comprenez ou pas? Tout dépend du regard qu'on pose sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a dit que Pharaon, c'est Péra. Quand on dit qu'est-ce que je suis nulle, mais je suis une bonne à rien, mais j'y arriverai jamais, mais c'est pas possible, je ne fais que m'enfermer dans mon esclavage et dans mes blocages. Et donc la première chose à faire, c'est de porter un regard neuf sur moi-même, de dire des choses positives sur moi-même et de me juger positivement en me disant « Waouh, si ça me dérange, c'est qu'en fait, j'ai parcouru un sacré beau bout de chemin. » D'accord? Et donc c'est pour ça que toute la Géoula va se passer en étapes. Il va y avoir combien d'étapes principales à la Géoula? Qu'est-ce qu'on boit le soir de Pessah? Les 4 coupes de vin qui font référence aux 4 étapes de la Géoula, aux 4 étapes de tous les domaines, tous les mécanismes dans lesquels je suis embourbée et dans lesquels je vais réussir à m'extirper. C'est lesquels? Vehotseti etrem. Hotseti, je vous ai sorti. C'est quoi? C'est Minachon Bekoar. Dieu il les a sortis d'Égypte. Allez, ça y est. C'est quoi dans ma vie? Eh bien, c'est justement toutes les situations où je voulais échapper, c'est bon, je voulais pas régler le problème, je laissais miroiter à l'intérieur de moi. Et rebelote, la vie me remet dedans. Donc, ma belle-sœur avec qui je m'étais embrouillée, je voulais plus trop la revoir, et ben voilà, je la recroise à un déjeuner de Shabbat. Je ne fais pas allusion à vous. D'accord? Cette fille que vraiment on était en froid, etc. Et bim, tu vas te retrouver pile en face d'elle à l'anniversaire de... C'est quoi? C'est Hotseti. Ah, et ben maintenant, ma petite, tu vas faire tes exercices. Tu peux pas te dérober. La vie va te remettre devant cette situation. Ensuite, on a quoi? Vehetsalti etrem. Etsalti, c'est quoi? C'est quand j'ai mis une bonne volonté. Cette fois-ci, allez, c'est bon, on sort. Je décide d'y arriver. Je décide de porter un regard neuf sur les choses. Je décide de dire des choses positives. Je décide de me dire que cette relation, elle peut sortir quelque chose de positif. D'accord? Vega alti etrem, c'est quoi? Et alti, c'est quand ils se sont retrouvés dans la mer Rouge et que les Égyptiens, ils ont été noyés. C'est quoi? C'est lorsque le problème, il n'existe même plus dans ma vie. Ah,
C'est vrai, au début du mariage, on pouvait rester 3 jours sans se parler. Oh, je m'en souviens même pas, c'est incroyable, quoi. Comment on a pu faire ce genre de choses. Et ensuite, on a la 4e partie, c'est quoi? L'Akarti. L'Akarti, c'est quand on va arriver au Har Sinaï. C'est quoi l'Akarti? C'est sécréter du positif grâce à cette histoire, grâce à ce blocage. C'est la dernière étape et c'est la plus belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais me rendre compte que grâce à ce que moi j'ai vécu, grâce au fait que j'ai réussi à m'en sortir, je vais pouvoir aider les autres qui sont dans la même situation. Et comme on a dit au début du cours, moi j'ai le recul de façon naturelle sur ce que les autres vivent, beaucoup plus qu'en fait sur ce que moi je vis. À ce moment-là, je peux dire, tu sais, il me semble que j'étais dans ta situation. Pas exactement la même chose, mais tu sais quoi, il y avait des similitudes. Et regarde comment on peut s'en sortir avec A, B, C ou D. C'est exactement ce qu'on a dit au début du cours. Le mois de Shvat, c'est le mois de la Torah. Et c'est le mois où on puise de l'eau pour la distribuer autour de nous. C'est le mois où on puise de la Torah en nous, pas une Torah sèche du style je connais les halachot, ou je connais ça, ou je connais très bien tous les midrashim sur ça ou ça. Non, une Torah vécue, une Torah vivante, une Torah où je répète les choses parce qu'en fait, je les répète parce qu'il y a encore toujours quelque chose à apprendre. D'accord? Et donc, ta vraie expertise dans la vie, c'est justement tous ces problèmes auxquels tu as trouvé des solutions, quoique partielles, d'accord? Pas toujours complètes, qui sont en vérité ta vraie richesse sur laquelle tu vas pouvoir contribuer à aider également les autres. Je terminerai juste sur cette histoire pour vous dire c'est quoi une Torah vécue, une Torah vivante. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Mordechai de Nezich. Il habitait en Europe et son rêve le plus absolu, c'était d'avoir quelque chose qui viendrait de Eretz Israël. Alors, il a mandaté des gens pour lui faire venir un talit, mais un talit très particulier, parce qu'il fallait que la laine, elle soit vraiment du troupeau de Eretz Israël, et qu'il soit tricoté là-bas, qu'il soit confectionné là-bas. Et donc, en fait, c'est une mission qui a pris des années. J'imagine même pas le jour où finalement le mandataire est arrivé avec le fameux talit en question. Le Rav, il était fou de joie. Mais en fait, donc, il est arrivé et il fallait encore faire l'encolure. D'accord? Donc il fallait faire... Le Rav prend le talit, si précieux, et le donne à son élève et lui dit « Je te charge de faire le trou pour l'encolure ». L'élève a eu une telle émotion, une telle étracchoute, qu'en fait il a pris le talit qui était déjà plié en deux et lui-même il l'a replié en deux et seulement après il a fait le trou. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il déplie le talit et il y a 2 trous. Le talit il est inutilisable. Après des années d'attente. Alors l'élève, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où se mettre. Il est tremblant de peur. Et finalement, il arrive et il lui montre le talit. Et il a envie de pleurer. Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la colère qui commence à monter en lui. Et finalement, il commence à rire. Et il dit quoi? Il dit ce talit était destiné à avoir 2 trous. Le premier, c'était pour mettre le coup. Et le deuxième, c'était pour tester si j'allais me mettre en colère. Et j'y suis arrivée à ne pas me mettre en colère. Et donc c'est ça, c'est ce à quoi on aspire. Ce à quoi on aspire, c'est justement à travailler au quotidien sur toutes ces petites choses, qui ne sont pas des petites choses, qui sont des choses énormes, qui vont nous permettre d'améliorer nos relations, qui vont nous permettre d'améliorer notre bien-être. Et on se dit que palier par palier, eh bien, Bezrat Hashem, on va ouvrir la voie et on va sortir de notre Égypte personnelle.